Bonjour canaille, je m'appelle Elisabeth Magui et bien que mon nom te paraisse inconnu encore, je suis à l'origine du jeu de société le plus connu de l'histoire. Et oui, on va parler de Monopoly. C'est bien moi qui ai inventé ce jeu, en tous les cas dans sa version originale. Et si j'ai décidé aujourd'hui de te raconter mon histoire et celle de Monopoly, c'est que l'histoire officielle a été tellement déformée que je me devais de remettre les choses dans l'ordre. En plus, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, et tu vas voir, il y a certaines choses qui vont franchement te surprendre, et d'autres qui vont te faire rire aux éclats. Si, j'en suis sûre. Alors si tu es confortablement installé, je vais pouvoir commencer. Je suis née en 1866, le lendemain de la guerre de sécession pour être précise. Oui, j'ai donc grandi en plein âge d'or dans l'Illinois. À la base, je suis sténographe et secrétaire. Et oui, en tant que femme, je te précise qu'on n'avait pas un large choix question travail. J'aimais aussi écrire des poèmes et des nouvelles, et je suis même montée sur scène pour y interpréter des sketchs. Oui, j'étais une femme très éclectique, en effet. Mais dans mon temps libre, ce que j'aimais, c'était réfléchir aux jeux de société, qui étaient à leur tout début à cette époque, je te le précise. Je suis reconnue aujourd'hui comme une conceptrice de jeux de société, même s'il n'y a qu'un jeu que j'ai créé qui a fait le plus grand carton de l'histoire. Tu sais, j'étais très portée par les idées économiques de notre époque. Oui, à ce moment-là, tu sais, toute la société américaine prenait forme et on débattait beaucoup de théories économiques. La question sous-jacente à nos débats était toujours de savoir quel était le meilleur système économique à mettre en place. Sans parler forcément de communisme ou de capitalisme, on discutait les théories et on cherchait à savoir comment mettre en place la meilleure société de libre marché. Et à cette époque, il y avait un gars formidable du nom d'Henri Georges qui avait publié un livre au succès phénoménal, Progrès et pauvreté. Il avait promu en fait un projet de réforme fiscale basé sur le concept d'impôt unique sur le sol. Il voulait simplement remédier aux inégalités de revenus, au chômage et aux crises économiques qui surviennent paradoxalement avec le progrès. Bon, faut que je t'avoue que je suis tristement surprise que l'histoire l'ait rangé dans des vieux tiroirs. Il a écrit des choses tellement passionnantes et très intéressantes, et quand je vois vos sociétés inégalitaires, je me rends bien compte que vous ne l'avez pas lu. Vous devriez, soit dit en passant. Bref, on était un sacré groupe à le lire et à admirer ses écrits. Il proposait une version plus juste du capitalisme, sans pour autant nous proposer un modèle socialiste. C'était vraiment innovant pour l'époque, et il nous donnait des alternatives très agréables. J'espère que lui aussi te racontera son histoire et l'étendue de ses théories, car vraiment ça en vaut le coup. Mais je suis pas là pour parler de lui, je vais plutôt parler de moi. Inspiré par ses idées révolutionnaires, j'invente en 1904 le jeu The Landlord's Game, traduit donc par le jeu du propriétaire foncier. Mon but était très clair, je voulais montrer la nature antisociale du monopole. Alors oui, bien sûr que c'était un jeu de société, mais il avait un objectif hautement informatif. En jouant au jeu, les joueurs devaient se rendre compte de l'ineptie d'un comportement de monopole. Tu vois, un propriétaire foncier, donc le type qui a donc des biens immobiliers, peut faire ce qu'il veut avec ses loyers, et même mettre le monde à genoux s'il a une situation de monopole. Et socialement, clairement, c'est pas vivable qu'il y ait des gens qui regroupent tous les monopoles avec eux. En fait, c'est ça l'idée que je voulais dénoncer avec mon jeu. Je voulais dénoncer le système des monopoles économiques qui sont à l'origine du cancer du capitalisme, si j'ose dire. Je tiens aussi à te rappeler que le jeu n'est pas sorti nulle part. La situation dans laquelle nous étions à l'époque était complètement propice à ce genre de jeu. À cette époque, je te disais, c'était l'âge d'or des États-Unis. On sortait tout juste de la guerre de sécession qui avait entraîné un boom sans précédent de la croissance économique. En fait, c'était le début de la société contemporaine dans laquelle tu vis confortablement. Et on venait, nous, de découvrir le chemin de fer, l'acier, l'électricité, le pétrole, etc. Il y avait tellement de nouveautés que c'était aussi là, forcément, que de nouveaux empires financiers se sont créés. Dans cette anarchie nouvelle, avec ces nouvelles fortunes créées, il y avait des gars qui avaient tellement les dents longues qu'ils voulaient regrouper toutes les richesses à eux seuls. Des pratiques déloyales, du chantage, etc. Ils faisaient tout pour avoir le monopole du secteur entier dans lequel ils étaient. Le plus représentatif de ces mecs reste Rockefeller, qui par exemple a tout fait pour s'accaparer, lui tout seul, de l'industrie du pétrole, du forage jusqu'à la raffinerie. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, comprends bien que si un mec prend toute la part du gâteau, eh bien il n'en reste pas pour les autres. C'était cette situation précisément monopolistique que nous dénoncions, tous comme nous étions aux États-Unis. Car oui, j'étais pas la seule à cette époque. Quand bien même nous étions tous capitalistes et tous fervents du libre marché, on n'était pas idiots, on était nombreux à nous soulever contre ces odieux connards d'égoïstes qui voulaient tout pour eux. Ça, c'était clair. La question du monopole était donc très discutée à cette époque aux États-Unis. Et je te rappelle que la première loi anti-monopole, qu'on appelle la Sherman Antitrust Act, a été validée en 1890. C'est te dire à quel point la question du monopole à cette époque aux États-Unis était très forte. Donc voilà dans quelle situation je crée le jeu Monopoly. Avec la rage au ventre, j'apporte ma pierre à l'édifice de façon ludique. Et puis quand même, je tiens à préciser qu'il n'y avait pas encore de jeu de société à l'époque comme tu l'entends. Rien que pour ça, on peut quand même m'applaudir. C'est quand même moi qui ai ouvert la voie à ce formidable secteur. Et à chaque fois que tu joueras un jeu maintenant, avec ta famille ou avec tes potes, j'espère que tu auras une petite pensée pour moi. Mais bref, sache que mon jeu a eu un certain succès. Bien sûr, il s'est largement diffusé dans les campus universitaires et surtout dans les milieux intellectuels de gauche, bien évidemment. Et un jour, il y a un mec qui s'appelle Charles Darrow qui tombe sur ce jeu. Lui, il va kiffer littéralement le jeu. Et tu sais ce qu'il va faire?
Eh bien, il va s'en inspirer fortement, il va créer la version que tu connais si bien, le Monopoly donc. En fait, lui, il était un ingénieur de formation. Mais après la crise de 29, comme beaucoup de gars, il se retrouve sur le tapis, au chômage. C'est comme ça qu'il s'est dit qu'il allait sortir une version commerciale de mon jeu. Et tu sais le plus drôle dans cette histoire? Eh bien, quand il va proposer le jeu au seul éditeur de l'époque, qui s'appelle Parker Brothers, celui-ci le refuse. Il le refuse tout simplement parce qu'il juge le jeu trop complexe et ils se disent qu'il ne va pas plaire aux gens. Du coup, Charles lâche pas l'affaire et il va vendre son jeu tout seul, en faisant lui-même les impressions par exemple. Devine quoi? Le jeu fait un succès bien entendu et c'est l'éditeur de jeu Parker Brothers, qui l'avait refusé donc avant, qui revient le voir en le suppliant pour acheter ses parts. En 1935, donc, l'éditeur de jeux Parker Brothers vend et commercialise Monopoly et il connaît un succès immédiat. D'ailleurs, Charles Darrow, c'est officiellement le premier homme dans l'histoire devenu millionnaire grâce à un jeu de société. Et moi, tu te demandes si je suis devenue riche moi aussi? Ha 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 ha, la blague. Bah moi, écoute, l'éditeur de jeu est venu me voir pour me racheter mes droits moi aussi. Ils m'ont proposé un très bon prix, mais en fait, je voulais pas de tout ce fric. J'étais pas intéressée par l'argent. Du coup, je leur ai même donné gratuitement mes droits d'auteur. Ce qui m'intéressait, c'était pas l'argent comme t'as compris, mais la diffusion du jeu et surtout de sa philosophie. J'étais une militante convaincue et je voulais absolument que tout le monde se rende compte qu'il y a des dérives au capitalisme et qu'il faut faire attention. C'était ça mon objectif, c'était pas tant de gagner du fric, j'étais pas comme Charles Darrow, tu vois. Et là, tu te dis qu'on m'a bien prise pour une conne. Bah oui, et triplement. De une, j'ai pas gagné d'argent. De deux, on a carrément transformé mon message. Non mais sérieusement, tu savais toi par exemple que c'était un jeu qui voulait dénoncer le monopole capitaliste? J'en suis sûre que non. Et de trois, on m'a carrément renié dans l'histoire du jeu. C'était Charles qui a reçu tous les applaudissements du monde, et moi, que nenni, que dalle, wellou. Tu sais comment on m'a retrouvé dans l'histoire, et qu'enfin on m'a donné une petite page sur Wikipédia? Et ben je vais te raconter comment ça s'est fait, parce que franchement c'est marrant, ou triste, à toi de voir. Alors voilà, dans les années 70, il y a un type dénommé Ralph Anspach, qui est toujours vivant d'ailleurs à l'heure actuelle en 2020, et ce type était professeur d'économie à San Francisco. Il était très atypique et très apprécié de ses élèves parce qu'il avait une manière d'enseigner plutôt marrante. Bref, il a inventé un jeu qu'il a appelé Best the Trust, traduit donc par Fais sauter le monopole. Et en 73, ce gars, sans même me connaître, avait la même philosophie que moi à propos du jeu. Enfin, plus ou moins. Il disait que ce jeu montrait au final que les monopoles économiques étaient souhaitables. Bah oui, un joueur qui gagne, c'était un joueur qui avait le plus de monopoles. Et quand tu joues au Monopoly, ton seul but, c'est d'avoir le plus de maisons et le plus d'hôtels possible. Donc ce mec, Ralph, a créé ce jeu en 73 pour montrer au contraire que les monopoles sont dangereux dans un système de libre marché. Et il voulait montrer comment et pourquoi les lois antitrust sont importantes pour équilibrer les rapports de force. Tu vois, jusque-là, on est sur la même lignée. Et si ça t'intéresse, sache que le jeu commence en situation de monopole. En fait, exactement comme une partie gagnante finale du jeu Monopoly. Sauf que là, le but, c'est de détruire les monopoles. Les joueurs jouent le rôle d'assistants sociaux de l'État qui apportent des mises en examen à chaque entreprise pour essayer de les sortir du monopole et de retourner au système de marché libre. Bref, ce que tu dois comprendre si c'est un peu trop compliqué pour toi, c'est que ce type a recréé en gros la même version originale du jeu, la mienne quoi. Parce qu'entre nous, il faut quand même le dire, Charles Darrow et Parker, on en fait un jeu à l'antithèse de ce que je voulais. Un comble. Le professeur d'économie a connu un certain succès avec son jeu anti-Monopoly. Il l'a même édité à ses propres frais. Et quand l'éditeur apprend la sortie de ce jeu, il devient dingue. Les bandes de requins de la société vont porter plainte pour vol de droits d'auteur. Mais Ralph ne s'est pas laissé faire et il a cherché tous les moyens pour éviter ce procès. C'est comme ça qu'en fouillant bien, il a trouvé mon brevet. Et après plusieurs années de procédure difficiles, la plainte de la société Parker est donc rejetée par la Cour d'appel, puis par la Cour suprême. Et c'est donc grâce à lui que je fais irruption dans l'histoire. Et oui, le hasard fait bien les choses. Et quelle coïncidence, tu trouves pas? Voilà, et avant de raccrocher, je vais quand même te raconter un truc qui m'a bien fait rire. Franchement, je me suis tapé une barre de là où je suis et j'ai envie de te raconter cette petite histoire pour finir. Tu sais que le jeu a eu un succès phénoménal, surtout à partir des années 50, et que c'était et que c'est toujours maintenant le jeu de référence numéro 1. Bon bah voilà, tout se passe bien, et à un moment dans les années 2000, avec l'internet, les éditeurs veulent un peu se moderniser. Ils se montrent très présents, et très présents sur les réseaux sociaux aussi forcément. Il faut que tu saches un truc, il n'y a aucun jeu au monde qui a autant de dérivés et de versions. Bah oui, il y a un Monopoly pour l'Italie, un Monopoly Allemagne, un Monopoly Angleterre, etc., etc. Il y a même un Monopoly des Beatles et du secteur agricole. Bref, je vais pas te faire la liste, il y en a vraiment beaucoup trop. Ce que je voulais te raconter, c'est que l'éditeur de jeu a posé des questions aux internautes pour sortir des nouvelles éditions de chaque version. Ils ont fait par exemple un vote en ligne dans beaucoup de pays d'Europe pour que les cases représentent des villes de leur choix. Par exemple en Allemagne, la ville la plus chère a été votée par les internautes pour que ce soit Saarbrück et Berlin. En France, le vote est lancé pour que le jeu Monopoly France contienne 22 villes, que les internautes français auraient choisies eux-mêmes. Il y a même des comités de soutien qui appellent à voter pour plusieurs villes, et parfois même, c'est même sur le site officiel municipal de la ville. Et devinez quel village a été élu?
Eh bien, ça a été le village de Moncu. Voilà, c'est Moncu qui s'est hissé en tête des sondages dès la deuxième semaine de vote. L'appel à voter pour Moncu avait été lancé par un habitant de la ville. Il a rapidement été relayé par de nombreux sites et surtout par le site Tritrac. Bah oui, en fait, c'était marrant. Tout le monde voulait un jeu où on aurait pu dire à son voisin: écoute, paye le loyer de mon cul et je veux acheter une maison à mon cul. Bref, les résultats ont été dévoilés le 9 novembre 2007 et mon cul arrive largement en tête, ce qui était superbe. Mais la société Hasbro décide de ne pas respecter ni le vote des internautes ni son propre règlement et elle élimine la ville du loup. C'est donc Dunkerque, la deuxième ville au classement, qui remplace la rue de la Paix. Ouais, c'est pas drôle. D'ailleurs, ni Paris ni Marseille ne figurent dans le palmarès. Mais cette décision a fortement été critiquée par les votants et les médias. Hasbro annonce donc une édition spéciale consacrée à Moncu, ce qui ne satisfait pas trop le maire de Moncu qui parle d'injustice, tandis que Télérama, par exemple, qualifie cette décision de scandaleuse et de parodie de démocratie participative. C'est quand même dommage et c'est bien ça qui m'a fait rire. Donc voilà, j'avais trouvé ça drôle et j'avais trouvé ça pertinent de te raconter ça. Et c'est donc sur ces mots, sur cette petite histoire que je termine ma fabuleuse aventure avec le jeu Monopoly. J'espère que ça t'aura plu et que maintenant au moins tu sais que c'est une femme qui est à l'origine de ce jeu incroyable. Je te dis à bientôt. Ciao ciao mon frère.